Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Danielle Simonet. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Vous êtes conseillère de Paris, vous êtes coordonnatrice du parti de gauche. Vous avez toujours milité à gauche, d'abord au Parti socialiste, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, puis vous l'avez suivi en 2008 dans la fondation du Parti de gauche. Et vous êtes, on va le voir, fermement opposé à la prolongation de l'état d'urgence qui est voté, qui sera probablement, qui est en cours de vote ce jeudi à l'Assemblée. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Bonjour. Et par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la toute première question. Oui, devant l'Assemblée nationale, Manuel Valls a averti qu'il existait un risque d'attentat chimique et bactériologique. Considérez-vous avec lui que nous sommes en guerre ? Danielle Simonet. Alors, il y a un risque réel, évidemment, qu'il y ait de nouveaux attentats et les informations du Premier ministre sur les attentats, y compris bactériologiques, sont à prendre avec le plus grand sérieux. Et il faut que tout le monde ait bien conscience que des mesures extrêmement importantes doivent être prises pour garantir la sûreté et la sécurité de l'ensemble des concitoyens. Mais moi, je dirais plutôt que nous sommes en lutte acharnée contre le terrorisme et pas en guerre. Que ce soit à l'échelle nationale ou que ce soit dans notre politique internationale, nous devons combattre et lutter contre Daesh, nous devons combattre et lutter contre ces criminels, contre ce fascisme idéologique qui cherche à terroriser nos démocraties et qui s'est attaqué à notre Quelle est la République. différence pour vous entre lutte et guerre ? Alors quand on est en guerre, d'abord, on fait voter le Parlement. On débat dans le cadre de notre Assemblée nationale. On déclare un état de guerre. On déclare un état de guerre. Et ensuite, nous sommes en guerre face à un État en tant que tel. Or, il ne faut pas reconnaître le titre d'État à ces terroristes, même si nous savons que nous sommes face à une organisation internationale extrêmement puissante. Mais il me semble important de bien désigner face à quoi nous sommes, pour justement prendre l'ensemble des mesures pour bien l'attaquer, que ce soit d'un point de vue de notre géostratégie, que ce soit d'un point de vue économique, et que ce soit d'un point de vue de notre sécurité nationale dans le cadre du droit. Parce que sinon, c'est eux déjà qui ont gagné. Alors on va revenir sur tout ça. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, après les événements tragiques, François Hollande et le gouvernement ont annoncé des mesures sécuritaires. Est-ce que vous les soutenez ? Danielle Simonet. Alors, il me semble important de comprendre qu'est-ce qui peut être efficace et de quoi nous avons besoin. La première chose, où là je salue le président de la République, c'est lorsqu'il a reconnu finalement que notre pacte de sécurité devait être supérieur à notre pacte de responsabilité. Car cela fait des décennies que nous, que nous dénonçons le fait que les politiques d'austérité successives ont réduit fortement les moyens affectés à la fois au renseignement, à la police, à la gendarmerie, aux douanes, à la justice et aussi à l'ensemble de nos services publics. Donc là, il faut dépenser, il faut y aller. Et il faut mettre les moyens humains. Mettre les moyens. Vous avez vu vendredi soir, heureusement que nous avions des fonctionnaires dont nous saluons tous le dévouement pour venir en sécurité et pour également assurer nos premiers soins. Donc il faut mettre les moyens humains. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le renseignement 2.0 est une illusion. Il faut mettre des moyens humains dans le renseignement. Et d'ailleurs, il faudrait même les multiplier par 2, le disait M. Trévidic, ancien... Donc là-dessus, vous soutenez le gouvernement ? Alors là-dessus, je soutiens le gouvernement sur le fait qu'il faut des moyens humains. Et donc arrêter ces politiques d'austérité qui sont une aberration et un échec. Bien. Par contre, je pense que nous pouvons assurer la sécurité des citoyens dans le cadre de l'état de droit. Et que c'est important dans la lutte contre le terrorisme, justement, de maintenir notre état de droit. Je comprends qu'à un moment donné, dans la situation d'extrême urgence, le soir même, l'état d'urgence ait été nécessaire. Pour quelques jours. Pour quelques jours. Voilà. Mais la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois est un vrai piège. Parce que si vous prolongez l'état d'urgence de 3 mois, à partir de quel moment vous pensez qu'il n'y aurait plus de menaces terroristes et qu'il faudrait le lever ? Et donc forcément, quel est le piège dans lequel nous entrons? Une sorte de C'est vrille. que cet état d'urgence de 3 mois, je pense, ne sera pas levé avant son terme, même si la loi le prévoit. Et d'ailleurs, le président de la République souhaite constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est-à-dire créer un état d'exception
permanent, ce qui, pour nos libertés individuelle fondamentale, je pense, est une grave attaque. Quand vous avez des terroristes qui attaquent la démocratie, qui attaquent la République, il faut répondre au contraire par plus de démocratie, par plus de République. Benjamin Rosier, RCF. Mais face à la menace que vous avez décrite tout à l'heure, est-ce que sans mesure d'exception, on peut être efficace pour lutter contre cette menace, c'est-à-dire qu'avec plus de moyens, par exemple, pour reprendre vos termes? Daniel Simon. Alors, qu'est-ce que cette prolongation de l'état d'urgence donne comme moyen plus efficace pour lutter contre le terrorisme? Le projet de loi qui va être soumis aux parlementaires aujourd'hui ne prévoit pas, par exemple, une extension du pouvoir administratif et policier, notamment sur les assignations à résidence ou sur les perquisitions en ciblant le terrorisme, mais il le prévoit pour toute personne dont le comportement pourrait porter atteinte à l'ordre public. Ça, c'est trop large pour vous. Vous avez du coup une interprétation qui peut être extrêmement importante. Et moi, je m'interroge. Bon, nous avons eu, par exemple, hier, des perquisitions administratives auprès de tous les salariés d'Air France. Mais il nous a été signalé que ce n'était pas dans le cadre des attentats. Et en même temps que ce n'était pas dans le cadre du conflit social à Air France, qui, comme vous le savez, a conduit qu'à 6 h du matin, on arrête comme des dangereux terroristes des syndicalistes. Pourquoi n'avons-nous pas pu bénéficier à ce moment-là d'un juge, de la décision d'un juge du judiciaire pour pouvoir donner l'aval ou pas aux décisions de perquisition? Vous savez, l'ensemble des perquisitions peuvent avoir lieu souvent à la demande de la police et vous avez donc le pouvoir judiciaire qui est là pour contrôler et pour garantir nos libertés. Ouais. Là, le texte de loi prévoit que le Parlement pourrait opérer un contrôle, mais il ne le précise pas. Donc vous comprenez qu'elle bascule dans autre chose, cette prolongation, puis sa constitutionnalisation peut nous emmener, sans pour autant être plus efficace. Nous en sommes à 10 lois antiterroristes successives adoptées en 10 ans. Je pense que nous avons l'arsenal législatif pour pouvoir intervenir. Ce qui nous manque, ce sont les moyens humains qu'il faut absolument renforcer. Corinne Laurent, Lacroix. Oui, on comprend que vous êtes opposé à cette prolongation de l'état d'urgence pour atteinte aux libertés fondamentales. Mais est-ce que, quels sont selon vous, vous venez de le dire un petit peu, mais quels sont les garde-fous qui pourraient accompagner les garde-fous démocratiques? Oui, voilà. Dans le cadre de l'état d'urgence? Oui. Dominique Simonet. Mais, Daniel Simonet, pardonnez-moi. Mais c'est bien ça le problème. Oui. Dans le cadre de l'état d'urgence, il n'y en a pas. Dans le cadre de l'état d'urgence, vous n'avez plus de contrôle régulier du Parlement. Vous avez un renforcement de l'exécutif, de l'administratif. C'est bien cela le problème. Or, les lois antiterroristes successives, je pense, donnent suffisamment de moyens pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Le Conseil d'État, par exemple, est-ce que ce n'est pas une institution qui permet d'être un garde-fou? Mais Daniel Simonet. Ne l'est-il pas déjà sans cet état d'urgence? Quelle est la démonstration qui nous est faite aujourd'hui que l'état d'urgence permet de renforcer l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme? Aucune. Donc il y a une surenchère en termes de communication parce que nous sommes tous très inquiets. Et il est légitime d'être inquiet parce que la menace est réelle. Le peuple a besoin d'être conforté, réconforté, non pas par de la communication et des effets d'annonce, mais par des moyens efficaces et utiles dans la lutte contre le terrorisme. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, avant même les événements tragiques de vendredi, la grande manifestation du 29 novembre qui devait accompagner la COP 21 était déjà considérée comme à risque par la préfecture de police parce qu'elle pouvait attirer des mouvements altermondialistes, violents. Vous pensez que c'est une bonne chose de l'avoir interdite? Absolument pas. Vous savez, elle était à risque pour le pouvoir en place, qui estimait qu'il y avait un risque pour lui d'une mobilisation qui conteste sa politique. Enfin, ça s'est déjà vu, des actions violentes dans le cadre de ce type de l'état de droit démocratique est de garantir le droit de manifester. Il n'y avait pas de considération sur le fait que cette manifestation était à risque du point de vue du terrorisme. Bon, par contre, dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, nous savons que nous sommes tous en situation à risque. Nous pouvons tous, quand nous retournons en terrasse, eh bien, nous prenons un risque. Et pour autant, je salue le courage et la détermination du peuple français qui souhaite continuer à aller dans les terrasses pour que justement
ces odieux criminels n'est pas gagné. Ils cherchent à nous terroriser, nous devons montrer que nous n'avons pas peur. Et c'est Nelson Mandela qui disait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Donc il ne faut pas céder à la peur. Maintenant, l'annulation, l'interdiction des manifestations dans le cadre de la COP21, c'est justement une remise en cause de nos droits démocratiques. Vous savez, quand le peuple tunisien a été très durement frappé par les attentats, et c'est pas pour rien d'ailleurs que Daesh s'est attaqué au peuple tunisien, parce que c'est le peuple quelque part en avant-garde démocratique et laïque et féministe, eh bien ils ont maintenu leur forum social mondial. Parce qu'ils ont voulu montrer à la face du monde qu'ils n'avaient pas peur et qu'ils souhaitaient continuer leur bataille démocratique. Et alors qu'est-ce que nous donnons à voir ? Nous, la France, nous, le pays des Lumières, que finalement, face aux attaques des terroristes, eh bien, nous avons peur et nous restreignons nos libertés démocratiques. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir sur les mesures d'exception, si j'ai bien compris tout à l'heure, vous en concevez quelques-unes, mais il faut qu'elles soient plus précisées dans leur cible ? Et ponctuelles, peut-être, plus ponctuelles ? J'estime que dans l'état de droit, nous avons la possibilité de pouvoir lutter contre le terrorisme. Par contre, écoutons les spécialistes. Je veux dire, les spécialistes de la lutte contre le terrorisme, ils n'ont pas demandé cet état d'urgence. Aucun spécialiste ne l'a demandé à ma connaissance. Par contre, ce qu'ils demandent, c'est qu'on arrête d'affaiblir l'état de droit, qu'on arrête d'affaiblir les moyens alloués au renseignement, qu'on arrête d'affaiblir les moyens alloués à la justice, et qu'au contraire, pour une lutte efficace contre le terrorisme, il faut beaucoup plus de moyens humains dans les filatures. Parce que mettre toute la population en situation de contrôle social par le biais d'Internet ne permet pas, à un moment donné, de cibler les 5, 6, 7, que sais-je, personnes qu'il faut absolument suivre. Et que par contre, il faut pouvoir humainement faire ces filatures, accumuler les preuves, permettre une meilleure coopération avec le pouvoir judiciaire pour pouvoir ensuite procéder aux condamnations lorsqu'elles sont possibles. Donc il faut des moyens humains, l'humain d'abord. Corinne Laurent, La Croix. Oui, le gouvernement a pris d'autres dispositions. Il souhaite élargir la légitime défense des policiers et apparemment aussi d'autoriser le port de leurs armes dans leur vie quotidienne et personnelle sur leur trajet de transport personnel. Qu'en pensez-vous ? Oui, il y a aussi une autre mesure. Il y a une autre mesure qui est d'armer les polices municipales. Et on peut continuer aussi. Vous savez que le candidat républicain américain a estimé que quelque part la France l'avait bien cherché, puisqu'elle n'avait pas assumé de permettre à l'ensemble de ses concitoyens d'être armés et de pouvoir eux-mêmes organiser leur légitime défense. Oui, mais vous voyez l'engrenage que je soulève. Parce que nous avons laissé les fonctions régaliennes de l'État à bout de souffle, avec une insuffisance de moyens. Nous sommes maintenant en train de courir après ce rattrapage. Et résultat, dans ce rattrapage, eh bien, pour pallier aux sous-effectifs, on souhaite voir comment les forces de l'ordre peuvent être finalement opérationnelles 24 heures sur 24, alors qu'ils sont eux-mêmes épuisés quand vous les rencontrez. Et on essaye du coup de voir, par rapport à l'insuffisance des moyens justement de la police, faire en sorte que les polices municipales puissent prendre relais. Et la fois d'après, ce sera demandé à l'ensemble des services de sécurité privés de pouvoir commencer. Non, il faut restaurer et renforcer l'État et les fonctions régaliennes de l'État. Exactement. Selon les normes juridiques existantes. Exactement. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Est-ce que vous pensez que c'est légitime de faire appel à l'armée sur le territoire intérieur d'une manière encore plus imposante ? Alors, oui, et en même temps, réfléchissons bien à ce qu'on leur fait faire. Et là, on a vu les soldats hier à Saint-Denis. Voilà, réfléchissons bien à ce qu'on leur fait faire, voilà, et les capacités d'intervention, et ayons vraiment une réflexion sur la complémentarité des rôles et la spécificité des rôles de chacun. Mais Daniel Simonet, si on regarde les sondages aujourd'hui, les Français semblent largement favorables à faire prévaloir la sécurité sur les libertés au prix d'une diminution des libertés. Est-ce que votre position n'est pas en décalage par rapport à celle du peuple en ce moment ? Est-ce que vous croyez que le peuple a l'ensemble des éléments, et est-ce que l'ensemble des éléments ont été portés à sa connaissance sur ce que signifie cet état d'urgence prolongé de 3 mois et, dans la logique d'après, la constitutionnalisation de l'état d'urgence ? Je ne le pense pas. Moi-même, j'ai pu en prendre réellement connaissance hier après-midi. Donc, évidemment, la réaction du peuple est tout à fait légitime, qui est de dire « mais débrouillez-vous et garantissez notre sécurité ».
Et en cela, je suis 100% d'accord. Débrouillez-vous, garantissez notre sécurité. Et mon rôle, justement, parce que j'ai connaissance là du texte de loi, est d'alerter. Attention, regardons les dérapages. Et ce qu'il faut, c'est des mesures efficaces. Or, je ne pense pas que ce qui est voté concernant la prolongation de l'état d'urgence et la constitutionnalisation de l'état d'exception permanent soit la réponse efficace aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Benjamin Rosier, RCF, une dernière question. Alors par rapport à ces djihadistes et notamment aux personnes repérées comme radicalisées et potentiellement dangereuses, la déchéance par exemple de nationalité française ou encore le visa de retour pour les djihadistes, est-ce que c'est des mesures ça qu'il faut prendre? Est-ce que c'est un autre volet qu'il faut vraiment approfondir? Alors vous savez, la déchéance de la nationalité, la déchéance de la nationalité n'empêchera jamais un acte terroriste. Donc déjà, ça n'est absolument pas une mesure surtout de la part de kamikazes. Qui rentre, surtout de la part de kamikazes, évidemment. Donc on est là dans un autre registre. Attention, nous sommes attachés à l'unicité du peuple. Nous sommes un peuple un et indivisible. Ne commençons pas à instaurer des sous-catégories de citoyens selon qu'ils sont nés ou pas français, selon qu'ils sont binationaux, selon qu'ils aient acquis ou pas la nationalité française au cours de leur vie. On est français une fois pour toutes parce qu'on a une carte d'identité française. Et ce qu'il me semble important dans la période, et je regrette que le Premier ministre n'ait pas eu de mots à ce sujet, c'est d'alerter vraiment l'ensemble de nos concitoyens pour que, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, ne laissons pas la haine envahir les cœurs. Et soyons fraternels, soyons peuple soudé, soyons peuple uni. Refusons tous les amalgames qui, à un moment donné, jetteraient la vindicte sur une catégorie de citoyens en fonction de leurs croyances réelles ou supposées. On n'en est pas loin aujourd'hui, à votre avis, Daniel Oui, Simonet? bien sûr, vous avez déjà eu des actes racistes à la suite des événements. Et vous le voyez dans votre quotidien. J'ai moi-même eu, dès le samedi matin, ma boulangère qui, hélas, me disait qu'elle venait de se faire insulter par un client qui lui disait, en regardant son petit foulard, « Ah ben voilà, vous, ça vous a bien fait plaisir, ces événements d'hier. Vous imaginez la violence symbolique que cela représente ?» Il faut absolument dire à tous nos concitoyens, ne laissons pas la haine envahir nos cœurs, soyons fraternels. Justement, les terroristes veulent nous diviser, refusons de tomber là-dedans. Nous savons que la religion musulmane n'a en soi aucun rapport avec ces actes criminels fascistes. Et d'ailleurs, les musulmans sont les premières victimes de ces attentats terroristes. Ils se sont attaqués... Ils se sont attaqués d'abord en Irak, en Syrie, en assassinant des milliers et des milliers de musulmans. Lorsqu'ils attaquent en Tunisie ou lorsqu'ils attaquent en Turquie, ce sont des musulmans. Par ailleurs, ils attaquent aussi prioritairement ceux qui combattent pour les libertés, puisque Chokri Bel Aïd et Mohamed Brahmi, qui avaient été assassinés en Tunisie, étaient des dirigeants du Front populaire tunisien, impliqués dans la révolution citoyenne. Lorsqu'ils ont attaqué la Turquie, c'était une manifestation du HDP. Et donc, il faut absolument aussi réaffirmer notre soutien, notamment aux Kurdes, interpeller la Turquie pour qu'elle cesse de mettre des coups de poignard dans le dos des meilleurs combattants sur le terrain et avoir vraiment une politique résolument engagée dans le soutien de celles et ceux qui luttent concrètement sur le terrain contre Daesh. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je vous rappelle que notre invitée est Danielle Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice... Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invitée aujourd'hui est Danielle Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche et opposée, nous l'avons entendu dans la première partie, à la reconduction, à la prolongation de l'état d'urgence. Nous allons aborder toutes ces questions liées aux attentats avec Corinne Laurent pour La Croix, avec Alain Baron pour Radio Notre-Dame et avec Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question. Alors, dans cette lutte acharnée ou cette guerre contre le terrorisme djihadiste, il y a le front intérieur, on vient d'en parler, il y a le front extérieur. François Hollande, devant le Congrès, appelle à une grande coalition unique contre Daesh, pour détruire Daesh, incluant la Russie. Là-dessus, vous soutenez cette grande coalition, incluant la Russie de Vladimir Poutine? Danielle Simonet. Oui, le président de la République a enfin également reconnu une erreur géostratégique, à la fois depuis le début de son mandat et des mandats précédents, et a affirmé qu'il fallait maintenant, au contraire, assumer de dialoguer avec tout le monde et, dans le cadre de l'ONU, mettre en place une nouvelle coalition. Il faut absolument comprendre d'où vient Daesh.
Il n'y a pas de fatalité ou ça ne tombe pas du ciel. À un moment donné, Daesh, c'est l'enfant terrible des interventions américaines, notamment en Irak. C'est-à-dire la destruction de l'État irakien a eu une grande part de responsabilité dans l'ethnicisation et le développement de Daesh. De la même manière que les interventions et les bombardements successifs en Libye, en Syrie, ont aussi permis d'alimenter le terreau de Daesh. Donc il faut maintenant arrêter ce type de logique. Alors, et il faut Poutine, par contre soutenir ceux qui s'opposent déjà, ceux qui sont les meilleurs combattants, ceux qui sont déjà présents au sol. Et notamment la question des Kurdes est pour moi une question centrale, la question des Kurdes. Il faut du coup que l'hypocrisie vis-à-vis de la Turquie cesse. Parce qu'on sait pertinemment que la Turquie fait mine maintenant de vouloir s'attaquer également à Daesh, mais en même temps, la Turquie intervient et en profite pour attaquer les Kurdes, alors que ce sont les premiers opposants. Donc il faut absolument mettre un terme là-dessus. La question portait sur l'alliance avec la Russie. Oui, bien sûr, il faut dialoguer avec tout le monde. Et il faut absolument mettre en place cette coalition et assumer de dialoguer avec tout le monde, Russie. c'est ça. Bien sûr. Avec il les faut Russes, sortir les des Américains. logiques. La France ferait bien, pour reprendre son indépendance, de sortir de l'OTAN et de sortir de son alignement sur la géostratégie américaine. Et que c'est dans le cadre de l'ONU, dans le cadre du droit international qu'il faut intervenir. Avec les Russes et les Américains, c'est bien ça votre position. Oui. Mais en s'appuyant sur les troupes au sol, en s'appuyant sur celles et ceux qui, au sol, sont non seulement en capacité d'intervenir, parce qu'ils connaissent le territoire, mais sont aussi en capacité de construire ce qui sera à construire après. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, en Syrie, beaucoup disent qu'il faut d'abord s'occuper des islamistes, de l'État islamiste, et après on s'occupera de Bachar al-Assad. C'est votre analyse aussi ? Bachar el-Assad est un dictateur sanguinaire monstrueux et il porte aussi une responsabilité dans la montée de Daesh par les massacres qu'il a pu organiser à l'encontre de son propre peuple. Mais attention aux pays comme la France qui veulent jouer les gendarmes du monde et qui finalement, par des interventions extérieures, déstabilisent ces régions. Hélas, je dis bien hélas, parce qu'on préférait une belle magie qui ferait qu'on pourrait déclencher la paix en déclenchant des bombardements, mais ça ne fonctionne jamais comme ça. Toutes les interventions antérieures contre des dictateurs n'ont pas par magie déclenché tout d'un coup des mouvements démocratiques. Les mouvements démocratiques se déclenchent quand les peuples se mettent en mouvement et sont en capacité aussi de pouvoir reconstruire des États. Mais là, c'est pas donc très net, notre intervention, elle doit effectivement arrêter de se dire que l'ennemi numéro 1 aujourd'hui, c'est Bachar el-Assad, quand il faut au contraire, comme ennemi numéro 1, prendre conscience que c'est Daesh, et soutenir ceux qui sont en capacité de lutter sur le terrain et en capacité aussi, dans le respect de la souveraineté des peuples et de leur autodétermination, à construire leur histoire. Corinne Laurent-Lacroix. Et l'Europe dans tout ça, parce que les Européens se montrent solidaires, mais est-ce que vous estimez qu'ils vont suffisamment loin dans leur soutien ? On a évoqué tout à l'heure la question du pacte de stabilité, mais est-ce que par exemple on pourrait sortir toute la gestion de la défense française Est-ce que la défense française pourrait être cofinancée par l'Europe ? Exactement. C'est ce que certains disent. Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il faut que l'Union européenne arrête d'imposer l'austérité. Parce que ce soit la France, mais que ce soit les autres pays, parce que tous les autres pays sont menacés. Là, aujourd'hui, les attentats et la menace terroriste extrême, elle est sur la France. Mais on sait pertinemment qu'il peut y avoir des attentats qui touchent l'ensemble des autres pays européens. Donc tous les pays européens ont besoin d'avoir beaucoup plus d'États. Parce qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup plus de moyens humains sur le renseignement, parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de police, parce qu'ils ont besoin d'avoir plus d'hôpitaux publics, parce qu'ils ont besoin d'avoir plus d'éducation pour lutter justement contre l'obscurantisme qui, à un moment donné, par le désespoir social ou la perte de sens idéologique, amène souvent des jeunes à franchir le cap et à aspirer à devenir djihadistes. Donc il faut beaucoup plus d'États. Donc il faut déjà rompre immédiatement avec ces politiques d'austérité. Donc pour vous, plus d'États, c'est moins d'Europe, c'est bien ça ? Plus d'États, c'est pas moins d'Europe. Oui. Plus d'États, c'est quoi ? Plus d'États, c'est arrêtons les politiques d'austérité imposées par l'Union européenne. Vous savez, aujourd'hui, le problème de l'Union européenne, c'est quoi ? C'est que
l'européenne impose une seule et même politique possible, une politique de destruction des États, une politique à l'encontre de l'indépendance des peuples, une politique à l'encontre de la souveraineté des peuples, une politique à l'encontre de la démocratie, une politique à l'encontre des services publics. C'est-à-dire que l'Europe, qui devait être la solution, devient le problème. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rompre avec ces logiques-là pour préserver justement les capacités de garantir la sûreté et de garantir l'ensemble des services publics et l'indépendance des peuples. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, la France a-t-elle encore une politique arabe? Parce qu'on est très amis, semble-t-il, avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. On est en train de renouer avec l'Iran. Quel est votre regard sur cette politique arabe de la France, qui devient un peu illisible? Écoutez, il y a beaucoup d'hypocrisie, je dirais d'irresponsabilité. Moi, je suis profondément choquée que le président de la République ait accueilli le prince du Qatar cette semaine. On sait tous les liens entre les familles qataries et le financement de Daesh. On sait tous, à un moment donné, les liens qu'il y a entre le pétrole et le financement de Daesh. Est-ce qu'enfin on va attaquer Daesh au cœur, c'est-à-dire attaquer Daesh économiquement, financièrement, arrêtons d'acheter leur pétrole directement ou indirectement. En plus, ça tombe bien, c'est la COP 21. Dans le cas de climat, si on laissait 80% du pétrole sous terre, la planète s'en porterait que mieux. Si en plus c'est un moyen nécessaire pour lutter contre le terrorisme, il faut le prendre. Donc vous pensez qu'il faut rompre avec les monarchies du Golfe? Mais bien sûr, il y a là une hypocrisie. Y compris économiquement. Mais surtout économiquement. Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir sur l'Europe, on commence à entendre de la part de spécialistes que sur les attentats de Paris, il y aurait eu quand même quelques failles, notamment dans la coordination des services entre pays européens, la fameuse aussi piste belge. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord, c'est un volet important? Il faut améliorer, par exemple, un Interpol beaucoup plus intégré et beaucoup plus efficace. Moi, je suis en faveur des coopérations entre les États. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que je suis contre quand l'Europe nous fait perdre l'indépendance et la souveraineté des peuples. Mais si c'est pour de la coopération, de la solidarité, pour plus de sécurité, plus de droits, alors c'est nécessaire. Le problème, c'est que les logiques n'ont pas été suffisamment celles-là. Mais par contre, il faut être cohérent. Si vous voulez que les services de renseignement coopèrent plus entre tous les pays, et c'est nécessaire, il faut également leur donner les moyens humains. J'insiste. Corinne Laurent-Lacroix. Pour revenir en France, estimez-vous que les musulmans se font suffisamment entendre ? C'est-à-dire est-ce qu'ils se font suffisamment entendre pour dénoncer, pour protester, pour pas qu'il y ait d'amalgame, etc. Votre question, en fait, me choque. Est-ce qu'au moment du Ku Klux Klan, on a sommé les catholiques et les chrétiens de se faire entendre? Jamais. C'était pas véritablement un mouvement catholique. Oui, mais enfin, on savait quand même les ramifications, excusez-moi. Si. Avec des mouvements religieux américains. Je suis choquée. Je suis choquée parce que... Non, mais je vous explique pourquoi cela me choque. Vous avez parlé de votre boulangère tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi ça me choque. C'est que, justement, la lutte contre l'amalgame, elle doit venir de tout le monde. Et on ne doit pas sommer des hommes et des femmes, sous prétexte de leur appartenance religieuse, réelle ou supposée, de devoir se démarquer des terroristes, puisque nous-mêmes, nous savons que ça n'a rien à voir. Donc, au contraire, nous devons, toutes et tous, témoigner notre fraternité avec nos semblables, parce que nous sommes toutes et tous des semblables, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos orientations religieuses ou spirituelles, dans le respect de la liberté de conscience. Voilà, nous sommes un peuple uni. Et donc, personne n'a à se justifier de ces exactions, de ces criminels, parce que personne n'appartient à la même communauté que ces criminels. Benjamin Rosier voudrait insister pour RCF. Oui, Mesdames Simonet, pour insister, dans le communiqué de Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, d'ailleurs appelant à un prêche commun de tous les imams ce vendredi dans les mosquées, il dit clairement, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais il se réclame de l'islam, d'une version bien sûr dévoyée, il explique bien. Du coup, il est légitime, et d'ailleurs lui-même le dit, il faut maintenant qu'on, argument contre argument, théologiquement, qu'on combatte ça. Il cite des sourates très claires. Là-dessus, il est légitime tout de même de demander aux musulmans de France de bien veiller à ça et de combattre cette idéologie meurtrière, argument par argument. Je suis une élue républicaine. Donc moi, je demande... Moi, je suis une élue républicaine, donc moi, je demande à tous les citoyens de la République de défendre leur triptyque
liberté, égalité, fraternité. Et en aucun cas, je n'ai à m'adresser à une catégorie de citoyens plus particulière pour lui demander une responsabilité plus particulière. Non, mais de participer à cet effort. Après, mais pas plus que d'autres, monsieur. Pas plus que d'autres. Ça, c'est clair, Parce que j'estime que aucune femme, aucun homme n'a à se sentir de près ou de loin plus responsable par rapport à ces actes terroristes odieux. Donc, par contre, que des imams comme d'autres responsables estiment que, comme tout citoyen, nous avons une responsabilité pour justement à la fois lutter contre le racisme, mais aussi lutter contre l'antisémitisme, contre la théorie du complot, qui distille aussi une remise en cause gravissime, qui ne permet pas de comprendre ce qui se passe dans notre monde, parce que ça existe. Nous avons donc tous, en tant que citoyens éclairés, à mener cette bataille des consciences. Mais vraiment, c'est pour moi essentiel. Il y a eu une augmentation des crimes racistes. Il y a eu des cas d'attaques racistes ces 3 derniers jours. Et nous savons que nos concitoyens de confession musulmane réelle ou supposée sont aujourd'hui dans une situation extrêmement délicate, extrêmement difficile. Donc il faut absolument faire France de tout bois et montrer notre complète fraternité. Pardonnez-moi, je voudrais revenir sur cette question. Si vous-même, vous étiez musulmane, est-ce que vous n'auriez pas envie de hurler votre protestation ? Mais je pense que j'ai envie, quoi qu'il en soit, d'hurler de protester. Je veux dire, nous sommes toutes et tous scandalisés par ces attaques de fascistes. Voilà, de fascistes. C'est une idéologie morbide, monstrueuse, qui veut instaurer la terreur, qui veut nous diviser. Et donc, nous sommes tous choqués, scandalisés. Et par contre, oui, ce qui est important, c'est de prendre conscience de l'importance de la laïcité. Et de l'importance, justement, que la religion, le fait religieux relève de la sphère privée, dans le cadre du respect de nos libertés de conscience. Et qu'à un moment donné, voilà, tout fondamentalisme de quelque religion monothéiste qu'il soit, c'est-à-dire toute volonté d'imposer les vérités révélées dans le mode d'organisation de nos sociétés, ne peut pas être modéré. Parce que dans sa logique, forcément, c'est la prise du pouvoir et l'imposition des vérités révélées, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. Et donc, il y a une réflexion, je pense, pour toutes et tous, qu'on soit croyants ou athées, d'exigence de respect de notre laïcité. Alain Baron, une dernière question. Précisément, on a l'impression que cette laïcité à la française, en tout cas telle qu'on la vit depuis une trentaine d'années, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? On voit bien la montée des tensions, la laïcité, ça devient très compliqué dans les écoles, dans l'espace public. Je ne pense pas. Si, Par contre, je ne pense pas personnellement. Par contre, je pense qu'il faut se dire que sur l'ensemble des territoires de la République, si on augmente les moyens pour l'éducation, si on fait confiance au mouvement associatif d'éducation populaire au lieu de l'asphyxier en réduisant ses subventions, si on arrête de croire que la culture c'est du superflu et que c'est pas grave si on ferme des théâtres dans des quartiers, si au contraire on pense que en permanence nous devons œuvrer pour un peuple éclairé, œuvrer pour développer le sentiment d'appartenance à la même humanité, si on pense que ce que disaient les résistants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur l'enjeu essentiel de contribuer à l'émancipation, pas simplement dans l'éducation nationale initiale, mais dans le cadre de la formation continue de l'ensemble de nos citoyens et citoyennes, si on pense tout ça et qu'on s'en donne les moyens, on peut lutter contre justement cette attaque idéologique que mettent en place ces djihadistes. Très bien, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens, vous l'avez compris, essentiellement consacrée aux attentats qui ont frappé la région parisienne. Notre invitée aujourd'hui est donc Danielle Simonet, qui est conseillère de Paris et coordinatrice du Parti de gauche. Vous restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée est Danielle Simonet, coordonnatrice du Parti de gauche. Elle est interrogée par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, je voudrais poursuivre sur la laïcité. Il me semble quand même qu'il y a une trentaine d'années, la laïcité à la française était bien vécue.
calmement, sans énervement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à la situation actuelle? Et vous citiez tout à l'heure une laïcité qui soit cantonnée, enfin, avec des religions qui soient cantonnées à l'espace privé. Est-ce qu'il ne s'agit pas là du nœud de l'affaire? C'est-à-dire que jusqu'à quel point la laïcité française est-elle capable aujourd'hui d'autoriser les religions à exister dans l'espace public de façon républicaine? Mais d'abord, c'est important de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a bien pu se passer dans les années 80-90. Bien. Si tant est qu'on peut mettre cette étape-là, parce que chez le débat laïque, il n'a jamais échappé à la France. Ça fait partie de l'histoire de France. Ça fait partie de l'histoire de France, longtemps. Et la laïcité, elle a réussi enfin à s'instaurer en 1905, mais après non seulement la Révolution française, mais combien de siècles de bataille sur la question séculaire. Donc, je veux dire, c'est important d'en prendre conscience. Mais c'est un socle essentiel à notre République. Parce que nous sommes un pays laïque, nous pensons que ce qui permet de définir l'intérêt général, eh bien, c'est la souveraineté du peuple et le fait que tous les citoyens et les citoyennes, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs appartenances, sont à un niveau d'égalité dans le cadre d'une délibération collective éclairée pour définir l'intérêt général et pas au nom de vérités révélées. Alors, donc c'est ça que c'est par le débat collectif et la raison. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc c'est pour ça que la question des croyances doit relever de la sphère privée. Et non, je ne suis pas pour que les religions interviennent dans l'espace public. Ni dans le débat collectif, ni intellectuellement, ni culturellement, par exemple. Écoutez, on va prendre des questions essentielles. Prenons le débat sur le droit de mourir dans la dignité, ou prenons le débat sur le droit à l'avortement. Eh bien, je souhaite que ce débat-là puisse se faire dans l'ensemble de la société, puisse se faire dans le cadre du Parlement, pas au nom de vérités révélées, mais au nom du débat argumenté entre les citoyens et les citoyennes. Et je pense que c'est ce qui permet aussi aux croyants comme aux non-croyants, quelle que soit leur religion monothéiste, de pouvoir aussi à un moment donné faire la distinction entre un droit qui va être accordé à toutes et à tous, et ensuite son propre comportement qui sera déterminé par sa liberté de conscience, de pouvoir se l'appliquer ou pas. Vous me comprenez? C'est important sur des sujets fondamentaux, et finalement, quand on y réfléchit bien, c'est valable pour l'ensemble de nos réflexions. Benjamin Rosier, RCF. Mais dans ce débat démocratique, sur quelques questions, toute question, la raison peut être éclairée par sa propre foi. Tout à fait, mais c'est pas, mais libre à chacun. En effet. Je ne remets pas en cause cette liberté fondamentale qui est que, à un moment donné, pour certains, si c'est leur foi qui les éclaire dans leur raisonnement, eh bien, c'est leur liberté personnelle. Mais dans le débat public, le débat se fait dans un cadre laïque. Vous comprenez la distinction? Et pour moi, elle est extrêmement importante. Parce que reprenez d'autres débats que nous avons eus sur, par exemple, la question du droit au mariage pour tous, par exemple. Eh bien, il est heureux que les décisions aient été prises en fonction du débat argumenté et raisonné. On revient peut-être encore sur cette question de laïcité. Est-ce que, finalement, on n'a pas un petit peu fermé les yeux, tout politique, et peut-être en particulier, sans vouloir être provoquant, la gauche, est dans un déni même de réalité sur le communautarisme et le développement d'un certain communautarisme à un moment, dans ces années 90, etc. Oui, alors à ce moment-là, parlons de tous les communautarismes. Parce que, par exemple, les grandes manifestations à l'encontre du mariage pour tous ont été aussi une manifestation d'un communautarisme. Et il y a plein de formes de communautarisme. Je veux dire, quand vous avez, à un moment donné, des villes qui décident de ne pas appliquer la loi sur le logement social pour rester dans un entre-soi des riches, c'est du communautarisme. Mais par contre, il y a un drôle de regard de notre société qui vise à chaque fois à penser que le communautarisme est le fait des personnes issues de l'immigration qui, soi-disant, refuseraient de s'intégrer. Alors que le problème, il est même inverse. Il est plutôt de notre société qui, parce qu'elle refuse de mettre en place les conditions de l'égalité sociale, parce qu'elle relègue à une ségrégation spatiale, parce qu'elle impose une dureté en termes de chômage et de précarité qui s'impose toujours sur les mêmes, et notamment sur les populations les plus fragiles issues de l'immigration, refuse l'accès à l'égalité des droits. Vous comprenez? Et donc après, on va considérer qu'il y a un communautarisme, mais il y a d'abord un déni d'égalité des droits de la part de notre collectivité. C'est ça. Corinne Laurent, La Croix.
Oui, expliquer, débattre. Il y a une campagne pour les élections régionales qui a été mise entre parenthèses. Est-ce que, par exemple, sur la question des migrants, la gauche n'a pas manqué le coche, si je puis parler comme ça, pour expliquer cette question aux Français? Oui, revenons à la politique. Je ne parlerai pas de la gauche, je parlerai du Parti socialiste, dont on peut s'interroger. Toujours à gauche, le Parti socialiste, pour vous écoutez, en tout cas, la politique du gouvernement ne l'est plus. D'accord. Donc après, c'est à eux librement de se définir. Mais franchement, la politique du gouvernement, justement sur cette question centrale, n'a absolument pas abrogé les dispositions et les lois de Nicolas Sarkozy. Donc, hélas, a montré une continuité très problématique dans les politiques vis-à-vis notamment des réfugiés. Parce qu'au-delà du discours, finalement, on se retrouve avec la France qui est un des pires élèves en matière de droit d'asile, un des pires élèves en matière d'accès au droit d'asile, et des conditions matérielles d'accueil des réfugiés qui sont déplorables. Je ne nie pas les efforts qui sont faits par ailleurs. La ville de Paris essaye de mettre en place des moyens, mais on est totalement en deçà de celles et ceux qui sont déjà arrivés et qui ne vont pas manquer d'arriver. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, justement, pour les régionales, on a du mal un petit peu à comprendre le positionnement du parti de gauche, parce que vous êtes très critique sur le gouvernement, c'est peu de le dire. En même temps, qu'est-ce que vous allez faire entre les deux tours ? Déjà, on va faire le premier tour. Donc je ne sais pas du tout dans les socialistes aussi, mais quand même. Je ne sais pas du tout dans quelles conditions, puisque évidemment le débat démocratique va être bien particulier dans les 3 prochaines semaines. Et puis, de toute façon, tous les citoyens, mais les militants eux-mêmes, ce dont on a envie, c'est pas de débattre des politiques régionales, mais de débattre de ces événements historiques qui frappent notre pays, et puis d'abord d'exprimer toute notre compassion envers les victimes et envers l'ensemble des proches, sachant que nous-mêmes, nous avons tous des connaissances de près ou de loin qui ont été touchés, le plus durement touchés. Donc le second tour, vous faites quoi ? Donc, d'abord, le premier tour. D'abord, le premier tour, qu'est-ce qui se passe ? On est en tête, pas en tête. Et écoutez, il peut y avoir des situations, des régions. Vous savez qu'il y a des régions où nous avons réussi à faire le rassemblement de toute l'opposition de gauche, dans un ancrage d'opposition citoyenne. Et donc là, moi, je ne sais pas encore quel va être le résultat. Vous avez des éléments... Monsieur Olmeta, en Languedoc-Roussillon, bien sûr. Et ensuite, sur le second tour, il peut y avoir des situations très différentes. Ce qui nous semble important, nous, c'est... que la décision puisse être collective. Donc, partout où nous sommes engagés, que ce soit dans le cadre Front de Gauche ou dans un cadre Front de Gauche élargi avec Europe Écologie Les Verts, nous le sommes dans le cadre de rassemblements citoyens. Et la méthode que nous avons choisie est celle de l'instauration d'assemblées régionales citoyennes représentatives. C'est-à-dire avec des représentants de l'ensemble des composantes, mais surtout des représentants citoyens de l'ensemble des départements. Et que ce soit au soir du premier tour que ces assemblées régionales représentatives, au regard précis de la situation, puissent définir leur stratégie sur le second tour. Donc c'est le peuple qui décidera, si je vous entends bien. Eh bien écoutez, oui. Parce qu'en définitive, c'est toujours à la démocratie qu'il faut faire confiance. Benjamin Rosier, RCF. Alors du coup, la proposition d'un Manuel Valls, d'ailleurs, qui n'est pas suivie dans son camp, de pouvoir fusionner les listes PS, les Républicains au second tour, face au Front National, comment vous avez accueilli ça, vous ? Non mais écoutez, c'est tragique parce que à travers cette théorisation du Front républicain, puis l'unité nationale qui nous impose, regardez, ça a conduit M. François Hollande, président de la République dit de gauche, à reprendre des mesures terrifiantes de la part de la droite et de la droite extrême. Donc voilà la logique dans laquelle ça nous emmène. Donc non, il ne faut pas nier nos divergences. Nous avons des orientations qui sont différentes. Nous posons des programmes qui sont différents. Nous estimons même être en alternative, c'est-à-dire en rupture avec leur logique libérale. Donc n'effaçons pas, la démocratie s'appauvrit quand on veut effacer tout ça. Et c'est quand on appauvrit le débat démocratique que justement on donne un boulevard à l'extrême droite. Mais Daniel Simonet, est-ce que vous ne craignez pas au second tour, par le maintien de votre présence, de faire gagner le Front National ? Eh bien moi je crains, hélas, qu'en ne mettant pas en place une politique de gauche, eh bien ce gouvernement, ce Parti socialiste a divisé la gauche, a désespéré le peuple, et que pour justement
arraché d'abord à l'abstention, parce que la progression du Front National est étroitement aussi liée à une progression très forte d'abstention de citoyens et citoyennes qui en ont ras-le-bol et qui ne se sentent pas représentés par ces appareils politiques qui finalement, PS ou les Républicains et même le Front National, de toute façon sont tous sur le même unanimisme des politiques d'austérité qui tournent le dos à leurs intérêts. Et donc ce qu'il faut, c'est restaurer justement de la politique au sens noble du terme, du débat, de la confrontation, montrer qu'il y a une autre orientation. Si vous voulez faire croire à effacer les désaccords, eh bien vous désespérez et vous ne vous donnez pas les moyens de lutter contre le Front National. Benjamin Rosier, RCF. Eh bien oui, par rapport à ce Front National, en effet, c'est un petit peu la même question. Je peux entendre, on peut entendre, tout le monde peut entendre, mais pour ceux qui craignent que le Front National emporte une de région, ce type en effet de raisonnement, tout en marquant sa divergence idéologique, de programme, peut faire gagner en effet le Front National. Mais je vous ai dit que c'était l'Assemblée régionale représentative qui prendrait la décision. Donc cette décision, elle peut être diverse. D'accord, donc vous laissez les portes ouvertes. Ça peut être un refus comme une acceptation. Mais si c'est une acceptation, attention, il peut y avoir des fusions, ce qu'on appelle des fusions techniques, et qui permet aux électeurs du premier tour d'avoir leur représentant. Mais selon nous, il ne peut y avoir de toute façon aucune fusion programmatique. Je veux dire, il est hors de question de participer pour le parti de gauche à une majorité de gestion si nous ne sommes pas nous-mêmes en situation d'être en tête. Parce que nous sommes confrontés dans la réalité à voter contre les budgets dans les conseils régionaux dans lesquels nous siégeons. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec les choix qui sont faits de se soumettre au carcan austéritaire. Donc nous souhaitons avoir une cohérence. Si on se présente au premier tour pour un programme, alors si nous ne sommes pas en tête, eh bien nous prenons l'engagement de constituer une opposition de gauche dans les instances où nous siégeons, donc dans les assemblées où nous siégeons, et de continuer à défendre notre programme. Nous ne souhaitons pas, entre un premier et un deuxième tour, tout d'un coup, signer n'importe quoi sur un bout de papier. Voilà. Donc il n'y aura pas de fusion programmatique en ce qui nous concerne, quoi qu'il en soit. Nous arrivons bientôt au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, la conférence COP21 doit donc se maintenir et avoir lieu dans un peu plus de 2 semaines maintenant. Quel est l'apport du Parti de gauche, enfin, comment le Parti de gauche souhaite où il va y participer? Eh bien, écoutez, nous sommes profondément d'abord scandalisés que les grandes manifestations citoyennes soient aujourd'hui interdites. C'est une très mauvaise chose. Il faut absolument permettre à la mobilisation citoyenne de pouvoir s'exprimer parce qu'elle est en capacité de penser l'intérêt général de notre écosystème. On n'a qu'un seul écosystème. Et nous savons pertinemment que cette COP21 décidée entre les États avec un poids énorme des multinationales qui sont là en lobbying, qui sont là en sponsor, hélas, va ne déboucher sur rien, puisqu'il n'y a pas d'engagement à des accords contraignants, puisque c'est chaque État qui va définir lui-même ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il n'y a pas d'effet de contrôle, puisqu'il n'y a pas rendez-vous immédiat donné, et parce qu'en plus, les moyens qui sont alloués, notamment au développement, pour être en capacité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sont en diminution. Donc il faut absolument que la mobilisation citoyenne soit le plus importante, parce qu'on ne peut pas attendre. Il y a une urgence là absolue. Et donc une des premières mesures, ça serait de garder 80% de nos énergies carbonées en sous-sol. Notre première mesure devrait être d'inscrire la règle verte dans notre propre constitution. C'est ça la situation d'urgence, et non pas l'état d'urgence, pour revenir au débat du début de l'émission. Inscrire la règle verte dans notre constitution pour prendre conscience que nous avons une dette écologique et que nous devons cesser d'exploiter plus de ressources naturelles que la nature n'est en capacité de renouveler chaque année, alors qu'on sait que le rendez-vous de la dette écologique est sans cesse avancé. Donc il faut absolument prendre des mesures ambitieuses de planification écologique pour engager la transition énergétique, réduire nos consommations et développer le renouvelable sans tomber dans les fausses solution que serait le développement du nucléaire, qui est un danger absolu et duquel il faut se sortir. C'est en raison de ce que vous dites, Daniel Simonet, que Cécile Duflot a flirté un temps avec votre parti, avec Jean-Luc Mélenchon, parce que vous étiez d'accord sur cette plateforme-là que vous évoquez. À flirter un temps. Vous savez, il y a un débat qui traverse Europe Écologie Les Verts, et il y a plein de régions où nous sommes en liste commune avec eux. Et d'ailleurs, je sais que sur d'autres sujets, vous avez 2 députés Europe Écologie Les Verts qui, à ma connaissance, ne sont pas d'accord avec notamment l'état d'urgence, pour reprendre le débat de tout à l'heure. Donc il y a, je pense, une possibilité de convergence de l'opposition de gauche, incluant les écologistes. Parce que justement, dans la remise en cause du productivisme, nous pouvons nous retrouver si tant est qu'on assume que c'est le système qu'il faut changer.
et que donc il y a une rupture nécessaire avec les logiques productivistes du système et du tout marché. Une dernière question de Corinne Laurent-Lacroix. Pour faire le lien, malgré tout, entre les deux sujets, la lutte contre le terrorisme et la lutte pour une amélioration du climat, vous ne croyez pas justement que ces débats internationaux qui traversent tous les pays peuvent conduire à une prise de conscience et à faire qu'il y ait, sur cette question du climat, peut-être un retournement à Paris ? Daniel Simonet. Oui, je pense que, comment dire, autant il n'y a pas grand-chose à attendre de la COP21 du point de vue des institutionnels, autant l'organisation même de la COP21 a permis à ce débat d'être beaucoup plus pris en compte et d'élever énormément le niveau de conscience des citoyens et des citoyennes. Vous avez vu, les mobilisations au niveau d'Alternativa ont été très importantes. Et il y a de plus en plus une aspiration à se dire on a une seule planète, on a un seul écosystème et nous sommes tous interdépendants. Donc nous devons tous prendre conscience de notre responsabilité extrêmement forte. Et je pense que oui, la solution, elle est, et l'issue, elle est dans les mobilisations citoyennes, non seulement nationales, mais internationales, pour la justice sociale et climatique. Et qu'il y a là de nouvelles mobilisations extrêmement fortes. La solution, vous savez, à tous les problèmes, elle arrive toujours par le biais des citoyens. Et si vous me le permettez, avant que l'émission se termine, y compris par rapport aux événements tragiques aujourd'hui auxquels nous sommes touchés, la préservation de nos libertés, la volonté de réaffirmer l'égalité et la fraternité entre nous tous, contre ceux qui veulent nous diviser, viendra aussi des citoyens. Et d'ailleurs, j'invite et j'informe toutes celles et ceux qui nous écoutent que ce vendredi 20 novembre à 20h30, il y aura un grand concert qui sera organisé du Requiem de Mozart à l'église Saint-Sulpice. Et ce sera bien sûr un concert citoyen, laïque à Paris. Et j'invite tout le monde à y participer pour montrer que nous n'avons pas peur, nous résistons et nous sommes présents. On continue d'aller dans les terrasses, on souhaite continuer à avoir le droit de manifester, on souhaite continuer à vivre et on souhaite continuer à exprimer notre attachement à la culture, à l'émancipation et à nos libertés. Et on souhaite aussi continuer à aller dans les églises, puisque je note donc qu'une représentante de la gauche nous invite à nous rendre à l'église Saint-Sulpice à Paris, en mémoire des victimes. Merci à vous, Daniel Simonet. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du Parti de gauche, conseillère de Paris. La semaine prochaine, l'invité de Face aux chrétiens sera David Racheline, sénateur-maire Front National de Fréjus. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver notre émission et celles qui l'ont précédée sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. En tout cas, merci à vous tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.